Stratégie du choc oblige, je propose à Urban Comics un grand plan de lecture. Il faut absolument que l'on crée le code promo CONFICOMI pour que tous ceux qui commandent du Transmétropolitan reçoivent 5 feuilles de rouleau de PQ triple épaisseur et 20 farfales avec leur bouquin. On a pu entendre que les Français étaient indisciplinés quand on nous a vus entasser dans les bars ou dans les parcs ce week-end et j'ai bien peur que la communauté de spectateurs du JT Comics que vous faites le soit un petit peu aussi, puisque la semaine dernière je vous demandais par mesure de distanciation sociale de ne surtout pas mettre de pouce bleu sur la vidéo. Et bien total, vous m'avez explosé le record de likes sur n'importe quel JT Comics depuis 235 épisodes avec plus de 1700 pouces du Docteur Manhattan. Donc évidemment ça rapporte pas d'argent puisque mes vidéos ne sont pas monétisés, mais en revanche ça aide à les propager. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur et quelque chose me dit que ce record ne va pas rester invaincu. Voilà, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de ses dérivés. C'est le 236e JT Comics et les artistes et les auteurs indépendants ont beaucoup de mal à croire que les mesures de confinement annoncées par Emmanuel Macron sont inédites, puisqu'ils ont toujours travaillé de chez eux, sans aucun contact social avec la fameuse deadline qui leur court après, et en mangeant des pâtes parce que c'est pas un métier qui rapporte. Donc courage à eux et courage à tous les autres, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Petits millions. Elles sont mamans, elles sont 1 million, elles sont chrétiennes et elles sont en guerre contre les L, en guerre contre les G, en guerre contre les B, en guerre contre les T. Non pas qu'elles détestent particulièrement les consonnes, mais plus les homosexuels et toute la culture queer. Elles le font savoir à grands coups de pétitions en ligne. Ces conservatrices s'en étaient pris à la série Preacher, qu'elles jugeaient blasphématoire, et ça avait eu autant d'effet que moi qui entonne du Joule à mon balcon pendant la période de quarantaine. Personne n'avait suivi, et au contraire ça avait même fait de la pub gratos à la série, parce que oui, elles sont 1 million selon leur syndicat, mais dans la réalité, leurs pétitions en ligne ne sont jamais signées plus que quelques dizaines de milliers de fois, et elles sont à peine 5000 sur leur compte Twitter. Cette semaine, elles sont en guerre contre les éternels, puisque l'adaptation pour le MCU du comics de Jack Kirby devrait figurer 2 hommes qui s'embrassent. Alors c'est la divinité, enfin l'être, l'entité cosmique Phastos qui devra avoir un mari et peut-être même un enfant. On parle évidemment d'une allégorie à une espèce de grande famille de divinités comme celle qui vivait jadis sur le mont Olympe. Et si elles ont réussi à réunir environ 20 000 signatures avec simplement 2 divinités ou presque qui s'embrassent, je ne leur recommande pas de lire la mythologie grecque, puisque là, les divinités, elles s'enfilent. Cinéman. Dans l'actu ciné de la semaine et même de manière générale, évidemment, le coronavirus qui reporte la production et la sortie de pas mal de films et même de comics. Mais je vais pas vous faire une news consacrée à ça parce que j'ai comme l'impression que le coronavirus, on en entend assez parler comme ça. En revanche, on a pu entendre David Harbour qui incarne le Gardien Rouge dans le prochain film Black Widow, qui a déclaré qu'il détestait dans les films Marvel le tournage des cascades, qu'il a réalisé apparemment en grande partie lui-même, et il dit c'est horrible, j'arrêtais pas de me faire tabasser, c'est affreux. Quiconque qui vous dit oui j'adore faire mes cascades, c'est du n'importe quoi, il faut arrêter. Peut-être qu'en face il est juste tombé sur des fans de l'autre Gardien Rouge que David Harbour a eu le malheur, la joie, je sais pas, d'incarner, et que ceux-ci ont décidé de lui faire payer un tout petit peu la déception. Malheureusement pour Vin Diesel, le coronavirus a frappé. Alors certains prendront un malin plaisir à dire que non, que de toute façon c'était merdique et tout ça, mais la sortie de Bloodshot s'est transformée en Flopshot, puisque le film, après son premier week-end d'ouverture, réunit à peine 9,3 millions de dollars. C'est largement en dessous des estimations, mais il faut dire que tous les films ont floppé dans ces circonstances exceptionnelles, et c'est très dommage pour les débuts au grand écran des adaptations des comics Valiant, dont les critiques sont plutôt mitigées, mais il faudra comme d'habitude se faire son propre avis. Tiens, petit camoulox, si je vous dis Nouveau Mutant, scène post-générique et Antonio Banderas, ça c'est complètement improbable, mais c'est ce qu'on aurait pu avoir s'il y avait eu une suite au film de Josh Boone qui a encore été décalé. Je vous rappelle qu'on a quand même eu les premières images de ce film en 2017, donc ça veut dire que à l'avant-première du film, quand il sortira, les acteurs ressembleront plus à Tante May qu'à des adolescents. Il était en négociation avec la Fox pour incarner Emmanuel D'Acosta, le père de Roberto, alias Sunspot, et le cliché du businessman antipathique, du trou du cul. Néanmoins, le seul à avoir réussi sans aucun super pouvoir à intégrer le club des damnés. Autant vous dire qu'il est mort aussi rapidement que les milliards de spermatozoïdes qui atterrissent dans un fond de sopalin chez les Italiens confinés
abonnés qui se tabassent la calzone, hein, donc sur le Pornhub Premium gratos. Chez nous c'est Canal+, hein, pourquoi pas. En attendant, pas de suite, donc pas de mariachi, hein, et le statut maudit du film, en plus des nouvelles images que l'on envoie, pourrait peut-être jouer en sa faveur, hein, le jour où il sortira, et peut-être en faire un succès au box-office, mais ça c'est s'il sort, hein, entre aujourd'hui et plus l'infini. Parfois la vanne vient tout seul, mais pas forcément l'envie de la faire, hein. Elle s'appelle Amanda Smith, elle est assistante de production sur la série Batwoman, et elle a été blessée à cause de la chute d'une nacelle d'un élévateur qui lui est tombé dessus, occasionnant de graves dégâts sur les cervicales et la laissant paralysée des membres inférieurs. Il y a une cagnotte qui a été lancée, on peut voir qu'elle y a gardé un certain sens de l'humour, même s'il n'y a aucune mention de Barbara Gordon ou d'Oracle. En attendant, avec les moyens financiers, elle pourrait peut-être retrouver l'usage de ses jambes, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Tomb Raider. Je devrais peut-être pas vous dire ça, hein, mais j'ai le cousin d'un ami, du voisin, du proctologue, du préfet, qui m'a dit que le coronavirus, ça serait peut-être tout simplement un sort lancé par Alan Moore pour qu'on arrête enfin de piller ses comics. L'auteur de Watchmen, qui a révolutionné le comic book, l'auteur de V pour Vendetta, de Tom Strong, de plein de classiques, hein, dont le dernier comics de sa carrière, donc la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, La Tempête, vient de sortir le mois dernier chez Panini Comics, ne souhaite plus que ces comics soient utilisés par DC sans pouvoir les en empêcher. Donc ils avaient racheté Tom Strong, ils avaient racheté Promethea et tout ce qu'il avait créé chez Jim Lee, chez Wildstorm, ils les avaient intégrés à l'univers DC, ils ne cessent de réutiliser Watchmen. Je vais pas m'étendre parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans d'autres JT, mais il s'est fait baiser. Et le dernier pilleur en date qui vient profaner l'œuvre d'Alan Moore et de Dave Gibbons, c'est Tom King qui a posté ce tweet qu'il a effacé très rapidement, mais on y voit un Rorschach accompagné d'une dame mystérieuse, masquée. Pour ceux qui vont me dire, oui mais ta rumeur ça sent la fake news puisque le coronavirus est déjà depuis l'année dernière, eh bien regardez ce que postait Tom King le 7 novembre dernier, un recherche pour un truc, il relisait Watchmen. Tout colle, nous sachons. Alors est-ce que c'est une préquelle à Watchmen? Est-ce que c'est une suite à Doomsday Clock? Est-ce que c'est un crossover à la The Button que nous avait déjà concocté Tom King à l'époque des premiers pas du DC Rebirth, hein? Alors je vous laisse spéculer dans les commentaires, mais en attendant il n'en a pas fallu plus aux sorciers de Northampton pour implorer Glicon. La suite. N'ayez pas peur, hein, avec la fermeture des écoles, je ne vais pas me lancer dans un cours de maths improvisé, ça ferait gravement baisser la moyenne en plus. Je vais simplement vous parler de cette fake news qui a été rebutée par le ministère de la Santé qui a posté: non, la cocaïne ne protège pas contre le Covid-19. La cocaïne est une drogue stimulante addictive, son usage provoque de graves effets indésirables et nocifs pour la santé des personnes. Et je rajouterai aussi, provoque des idées d'histoire de dingo, hein, et Scott Snyder a déclaré que les récents chamboulements chez DC, hein, sous-entendu donc l'éviction de Dan Didio qui était l'éditeur superviseur, hein, avait eu une conséquence sur la suite de Batman Metal qui s'intitulera Death Metal, ça l'avait rendu plus grande et plus importante en tout point. Et je vois déjà venir les sceptiques, hein, je vois déjà Clément Fraisse faire au moins 4 vidéos sur le sujet, hein, ne le croyez pas sur parole, regardez les actes, hein, il a montré la toute dernière Batmobile, un Bat Monster Truck dans lequel un Bruce Wayne, donc du Dark Multiverse, aurait téléchargé sa conscience avant de mourir. On peut clairement dire que c'est un Monster Truck qui roule sur des rails. On peut aussi voir une espèce d'armée de zombies Batman, on peut voir un Aquaman qui a mis sa plus belle tenue pour aller au Hellfest. Et j'ai envie de dire, enfin ils mettent au premier plan un personnage qui devrait se sentir comme chez lui dans tout cet univers, un Lobo, le mercenaire extraterrestre créé par Giffen et Silver, hein, donc The Main Man, hein, et quelqu'un qu'on préfère avoir dans sa team, hein, quand on est dans un univers aussi dangereusement absurde. Et enfin, je vais pas vous spoiler, hein, puisque la première mini-série est sortie il y a même pas un mois chez Urban Comics en VF, mais Tom Taylor prévoit de créer tout un univers autour de cette mini-série originelle nommée Deceased. Et vu comment ça peut résonner avec l'actualité, c'est presque flippant, puisqu'actuellement il sort une espèce de spin-off qui s'appelle Deceased Unkillables, donc increvable, qui se focalise sur les vilains de l'univers, hein, où est-ce qu'ils étaient quand ce technovirus a frappé. Donc en gros tous les méchants qui résistent à cette merde, et puis la suite s'intitulera Deceased Dead Planet, planète morte. Heureusement qu'il s'appelle Tom Taylor et pas Madame Irma. D'ailleurs on peut voir sur la couverture une toute nouvelle Justice League, hein. Il est tout à fait possible que tous les personnages que vous voyez là ne sont pas ceux que vous croyez au premier abord. Et oui, pendant que DC reporte son projet de 5G qui avait été majoritairement initié par Dan Didio, qui consistait à remplacer la vieille génération de super-héros au moins temporairement par des super-héros plus jeunes. Ça, depuis son renvoi, c'est reporté pour être sûrement plus amendé. Eh bien, Tom Taylor s'en fout complètement et il fait sa propre 5G à lui.
Pur Comics. Et le reste de l'actualité est tout aussi ironique, hein, puisqu'on peut découvrir dans la nouvelle série Hawkman, donc la série sur ce personnage tiré de la mythologie antique égyptienne, et bien on peut découvrir donc le passé de Carter Hall, qui a été médecin de peste. C'était à l'époque de la peste bubonique dans l'Europe du XVIIe siècle, et il faut savoir donc le costume qui est ultra stylé sur la couverture de Michael Hanin comporte une espèce de bec, puisqu'ils y mettaient des herbes aromatiques, hein, non pas que c'était des fans d'homéopathie, mais à l'époque hein, c'était pour se protéger de l'odeur pestilentielle littéralement hein, qui régnait. Marvel continue sa série de one-shot intitulée les Snapshots, qui reviennent sur des périodes plus ou moins emblématiques de leur ligne temporelle. On aura droit à un épisode avec le Captain Marvel, avec Miss Marvel également, on nous promet qu'il sera inspirant. Et puis on découvrira aussi une aventure de Maria Hill, donc à l'époque de la toute première Civil War, celle où être un héros non déclaré au Shield pouvait te coûter l'emprisonnement tout bonnement et tout simplement, et ils n'avaient peut-être pas encore pensé à l'époque à faire un système d'attestation sur l'honneur. Ça aurait été plus simple. Le sous-signé Captain America avait sauvé des gens. Et film oblige, hein, Marvel s'apprête à sortir une nouvelle série de comics sur Shang-Chi pour venir un petit peu égaliser, harmoniser hein, cette série en montagne russe, hein, ou devrais-je dire en muraille de Chine, sur ce super-héros Marvel. C'est Jen Luen Yang qui sera chargé de l'écriture, on y découvrira un nouveau costume, mais des racines quand même connues de son passé, comme le fait que son père est un vilain notoire, qu'il a aussi plusieurs demi-frères et demi-sœurs, et ça sera exploré tout autant que ce que c'est que l'identité sino-américaine à notre époque. Et j'espère qu'on y verra Fin Fan Foom quelque part, hein, au moins dans un combat ou même dans un plat. Lisez, lisez et lisez, et cette semaine j'ai pu voir que mon simple petit slogan en structure ternaire avait pris même dans les plus hautes sphères de l'État. Lisez, lisez et lisez. Et cette semaine je n'ai lu que des comics qui comportaient Key dans leur titre. Je me suis redéfoncé l'intégralité de Lock and Key, hein, ça donc les 6 volumes plus le volume de One Shot, un petit peu Golden Age, l'espèce de petit épisode qui annonce le grand retour de la série aussi, qui n'est pas encore sorti en VF, mais on peut compter sur iComics et sur Sullivan Rouault pour faire le taf. Bon ben voilà, hein, Joe Hill, Gabriel Rodriguez, on est sur un chef-d'œuvre d'imagination, d'écriture, de dessin, l'exécution est parfaite, hein, il y a des trucs qui sont placés dans les premiers tomes et dont on a l'effet, ça paye quasiment dans les derniers tomes, donc c'est purement génial. Gabriel Rodriguez est un architecte de formation et ça se voit dans le souci qu'il apporte à ses personnages et surtout hein, à la maison. Hein, Key House, c'est quand même le lieu principal où se noue complètement l'intrigue, cette maison fantastique dans laquelle des clés peuvent permettre de débloquer des habiletés complètement fantastiques. C'est un hommage à la BD, il y a un hommage à Calvin et Hobbes, plus tard il y a un hommage à Uderzo, c'est pas encore sorti en français, et à Goscinny, ça fait plaisir. Du coup j'hésite à regarder la série, hein, dites-moi si vous l'avez vu sans spoiler, si ça vaut le coup. J'ai entendu que des avis un petit peu mitigés, mais en même temps j'imagine que vu le degré de souffrance que n'hésite pas à infliger Joe Hill à ses personnages, sur Netflix, s'il faisait ça, il perdait quand même quelques membres de l'audience. Et après Lock and Key, j'ai lu Sharky, donc 2 salles, 2 ambiances. C'est un des derniers du Miller World en collaboration avec Netflix. C'est dessiné par Simone Bianchi. Et alors sur 2 chapitres, j'ai ultra kiffé, l'installation est super bien amenée, mon petit cœur de jeune papa a aimé donc le petit enfant que doit s'enticher donc ce chasseur de primes extraterrestre. Mais par contre après on dirait que Mark Millar il a eu un truc à faire, c'est taillé à la hache, c'est grossier et bon bah non vraiment, alors c'est toujours mieux que Prodigy que j'ai beaucoup moins kiffé, mais bon, à part pour les dessins hein, de Simone Bianchi, même s'il y a certaines textures, on dirait qu'il est en digital, certaines textures qui font un petit peu bizarre quand on l'a connu autrement. Il y a aussi cette sublime cover de Frank Quitely, donc voilà, hein, alors faites-vous votre avis, hein, je veux pas vous donner trop de mes préjugés, mais dites-moi hein, si vous avez kiffé. Je sais que chaque sortie du Miller World est très attendue. Voilà, là ça en fait 2 qui sont un petit peu en dessous pour moi. C'est la fin de ce JT, hein, je vous remercie évidemment de l'avoir regardé. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, hein. On a dépassé les 32 000 abonnés sur la chaîne, c'est complètement fou, hein. Donc merci à tous ceux qui eh bien, mettent des pouces bleus, qui partagent le JT, qui Facebook, qui Instagram, qui tweet, qui retweet. Merci à la petite communauté soudée qu'il y a sur le Discord, je vous embrasse tous hein, de loin. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires où je réponds à chacun d'entre vous. J'ai quelques commentaires en retard sur les 2 précédents JT, mais vous inquiétez pas, confinement oblige, on va rattraper tout ça. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux, à me laisser des messages, notamment ceux pour le Bando, El Bando del Pueblo, El Bando Libre. Soyez évidemment prudents, restez chez vous quand vous le pouvez, hein, mais vu que c'est soit ça, soit une amende dans la gueule,
Dépensez vos sous plutôt en comics. Donc je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Vous le saviez-vous que Mister Fantastic et Rocco Siffredi étaient les deux seules personnes à pouvoir encore avoir une vie sexuelle tout en respectant scrupuleusement les règles de distanciation sociale? D'ailleurs, même leurs tubs doivent se promener avec des attestations sur l'honneur en cas de contrôle de police hors du périmètre. Ah, c'est chaud.